En tant que baby-boomer, j'ai eu deux grandes chances dans ma vie. La première, c'est d'avoir connu une société de croissance économique continue. Sur mes 63 ans d'existence, je n'ai en effet connu que 3 petites années de récession. La seconde, c'est d'avoir vécu dans un espace de paix, une première dans l'histoire européenne. Ni mes parents, ni mes grands-parents, ni mes arrière-grands-parents n'ont eu cette aubaine, car cette Europe des nations s'est déchirée durant plus de 15 siècles, laissant toujours derrière elle violence, ravages et oppression. C'est d'ailleurs dans le contexte d'une Europe dévastée par un conflit qui fit plus de 50 millions de morts que le français Monet, l'italien de Gasperi et le belge Spaak créèrent en 1951 la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. L'idée était de garantir la paix entre les anciens belligérants en mutualisant le charbon et l'acier, les deux ingrédients requis pour fabriquer des chars et des canons. Un projet structurant qui, au-delà des frontières, amorça une communauté de destin dont on peut aujourd'hui apprécier les résultats. Le second projet dont je voudrais vous parler fut beaucoup moins abouti. Il résulte en fait de ce qu'on pourrait appeler un agenda inversé. Tous deux, Européens convaincus, Helmut Kohl et François Mitterrand, parièrent sur le fait qu'une union monétaire entraînerait à terme une union politique. Et c'est vrai que les débuts de l'euro furent un succès. Très rapidement, les taux directeurs des différentes nations européennes, qui étaient fortement hétérogènes avant la création de l'euro, ont rapidement convergé. Ainsi, dès 2003-2004, l'allemand, l'espagnol et le grec empruntaient au même taux. Une preuve tangible que les marchés avaient implicitement intégré une future union politique. Mais c'était sans compter avec cette terrible crise des subprimes venue d'outre-Atlantique et qui fit vaciller un édifice reposant sur des bases trop fragiles. Instantanément, les taux directeurs se remirent à diverger et de façon bien plus marquée qu'avant la création de l'euro. La monnaie unique ne consolida donc pas cette communauté de destin dont avaient rêvé Monet, Spaak et de Gasperi. Et pourtant, cette communauté de destin n'est plus que jamais nécessaire aujourd'hui. Oh, plus pour des raisons de paix, ni pour des raisons de stabilité. Pas plus pour des raisons identitaires ou culturelles, comme on le laisse souvent entendre. Il s'agit en fait d'un simple problème de taille critique. En 1990, la France et l'Allemagne représentaient 15% du PIB mondial, alors que la Chine comptait pour moins de 1%. Aujourd'hui, la Chine compte pour 15%, c'est-à-dire 2 fois plus que la France et l'Allemagne. Mais l'Europe, qui certes comptait pour plus de 30% en 1990, compte toujours aujourd'hui pour 22%, c'est-à-dire 7 points de plus que la Chine. Face aux deux cyclopes que sont les États-Unis et la Chine, les nations européennes sont devenues des nains économiques et ne peuvent plus peser sur l'avenir du monde. Seule une Europe politiquement unie et fédérale à terme peut encore exister. Aussi, comme le firent il y a près de 70 ans Monet, Spaak et de Gasperi avec la CECA, faut-il relancer l'Europe autour de projets structurants. La transition énergétique représente sans aucun doute l'un de ces projets. La transition énergétique repose sur 3 piliers complémentaires mais non substituables, en parfaite bijection avec ceux du développement durable. Le climat, la sécurité énergétique et la compétitivité de l'économie. Pour faire simple, l'économie doit posséder 3 grandes qualités. Elle doit être propre, disponible et abordable. En relatif, l'énergie européenne est beaucoup plus propre que celle de ses confrères. Le mix européen contient 76% de fossiles, c'est-à-dire 10% de moins que la moyenne mondiale et nettement moins que la Chine et les États-Unis.
L'Européen n'émet d'ailleurs que 7 tonnes par an de CO2, c'est-à-dire à peine plus que les Chinois, qu'il ne faut pas l'oublier, sont quand même 3 fois plus nombreux, mais aussi 2 fois et demi de moins que l'Américain, qui reste l'un des plus mauvais élèves de la planète. Quant à la France, elle est la tête de la classe européenne. Grâce à son nucléaire, son mix contient seulement 53% de fossiles et le français n'émet que 4,8 kg de CO2 par an. Au contraire, l'allemand dont on vante souvent la transition contient toujours dans son mix 80% de fossiles et émet annuellement 2 fois plus de CO2 que le français. Alors je sais qu'en France, on n'aime pas les premiers de classe, mais au vu de ces résultats, on comprend assez mal pourquoi certaines ONG fondamentalistes veulent aujourd'hui juger la palme d'or de la transition et le condamner sur l'autel du climat. Mais même quand on est le meilleur élève de la classe, il faut toujours montrer l'exemple et s'améliorer. Pour atteindre l'objectif des 2 degrés en 2050, l'Europe doit réduire ses émissions de 34 milliards de tonnes de CO2 en 30 ans par rapport à la tendance actuelle. Pour cela, elle doit ramener sa part de fossiles de 76% aujourd'hui à 42% en 2050. Et pourtant, cet effort ne représente finalement que 6% de l'effort mondial, contre 13% pour les États-Unis et 31% pour la Chine. Et quand on est le premier de classe, progresser, c'est de plus en plus complexe. Et je ferai passer ici un message absolument clé sur la transition énergétique. La transition énergétique n'est en fait en rien un problème technologique. C'est avant tout un problème d'échelle. Prenons pour cela l'exemple de l'hydrogène, aujourd'hui considéré par certains comme un des leviers majeurs de la transition énergétique. Fabriquer de l'hydrogène vert, aussi appelé power to gas, n'est en rien un enjeu technologique. La chaîne pour le fabriquer existe depuis la première moitié du XIXe siècle. On récupère des surplus d'énergie renouvelable pour séparer dans un électrolyseur l'hydrogène de l'oxygène de l'eau et on utilise cet hydrogène dans une pile à combustible pour alimenter le moteur électrique d'une voiture. Et c'est quand on regarde l'échelle de la transformation que le problème se gâte. Pour fabriquer l'équivalent hydrogène des 50 milliards de litres de carburant consommés chaque année en France, il faut en fait 500 TWh d'électricité, soit l'équivalent de 62 réacteurs nucléaires ou l'équivalent de 125 000 éoliennes terrestres de 2 MW, sans autre commentaire. L'énergie ne se doit pas seulement d'être propre, elle doit aussi être disponible. Or, l'Europe est totalement dépendante de ses importations d'énergie fossile. Elle importe notamment 90% de son pétrole et les 3/4 de son gaz, dont près de 40% par gazoduc en provenance de la Fédération de Russie. De par sa complexité de transport et son attachement au territoire traversé via des milliers de kilomètres de gazoducs, l'approvisionnement en gaz s'avère donc toujours très sensible sur le plan géopolitique. L'Europe devra donc, dans le futur, sécuriser ses approvisionnements gaziers, notamment via la construction du Nord Stream 2, mais aussi par une diversification importante via le gaz naturel liquéfié, notamment en provenance des États-Unis ou de la Méditerranée. Les renouvelables vont-ils pour autant desserrer notre étau de dépendance? Et c'est vrai qu'en première apparence, le soleil et le vent appartiennent à tout le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas des métaux rares et des métaux semi-rares, dont sont gorgés les panneaux solaires, les éoliennes, les batteries ou autres piles à combustible. Et les réserves de ces minerais sont encore plus mal distribuées sur la surface de la planète que le pétrole, le gaz et le charbon. Ainsi, plus de la moitié des réserves de cobalt se situent en République démocratique du Congo et plus de la moitié des métaux rares en Chine et en Russie. La transition énergétique ne fera donc
que déplacer notre dépendance pétrolière et gazière vers une dépendance minière. Enfin, l'énergie doit être abordable, car la facture énergétique plombe notre économie depuis le premier choc pétrolier. Ainsi, la balance commerciale de la France est parfaitement corrélée au prix du pétrole, qui en représente pratiquement 80%. Quant à la dette européenne, elle est étonnamment contrôlée par la facture pétrolière et gazière depuis 1985. La dette européenne commença comme par hasard en 1974. Avant 1974, la croissance des 30 Glorieuses reposait sur une énergie quasi gratuite. Depuis, nous avons dû emprunter pour continuer de faire de la croissance économique. La dette européenne, c'est en fait la somme d'achats d'hydrocarbures et d'un remboursement de la dette. Bien au-delà de la problématique climatique, réduire nos importations d'hydrocarbures est donc un enjeu économique majeur. L'objectif 2 degrés représente une économie potentielle de 3 000 milliards d'euros pour l'Union européenne. Je terminerai par une note beaucoup plus politique. En fait, bien au-delà du pétrole, du charbon et du gaz, la transition énergétique a deux ennemis cachés. Le premier est le nationalisme qui, par construction, hypertrophie les piliers économiques et sociétals aux dépens du pilier climat. Quand il nous dit que la transition n'est pas bonne pour les contribuables américains, pour les entreprises américaines et la sécurité énergétique américaine, le président Trump en est l'avocat parfait. Mais tout aussi nuisible est l'écologie politique, qui au contraire va hypertrophier le pilier climatique au mépris notamment de la croissance économique, vue par certains comme le véritable diable moderne. L'Institut Sapiens reste convaincu que notre avenir à tous réside dans un équilibre subtil de ces trois piliers. Un équilibre que seule une Europe politiquement unie et fédérale à terme permettra d'assurer.